Vous êtes sûr que c'est fonctionne? Ah oui. Ah oui. Franchement, moi, je considère que l'heure, c'est l'heure. Et donc, il faut. Tu vas me rester. Oui, oui, j'entends. Euh, non, non, l'heure, c'est l'heure. Donc, je propose qu'on démarre à l'heure pour honorer ceux qui ont eu le mérite de venir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que les hasards du calendrier, ils sont pour quelque chose, mais je retiendrai que, à peine installé, puisque vous l'êtes depuis le 18 janvier, vous recevez l'association Droit et Commerce le 22, et je dis voilà une marque d'amitié particulièrement forte, et que je retiens pour toute votre judicature, vous ne nous échapperez plus. Merci beaucoup de nous accueillir. Ce soir, je vais vous passer la parole pour présenter M. Nicolas Hidac, titulaire du prix Droit et Commerce, mais qu'il doit la qualité de sa thèse sur la preuve devant l'autorité des marchés financiers, va nous en parler. C'est un sujet qu'il maîtrise parfaitement et qui, au-delà de la procédure particulière devant cette juridiction, pardonnez-moi les guillemets, permet de poser la question de l'administration de la preuve en général et des règles qui gouvernent les droits du justiciable. Monsieur le Président, en tant que président de cette juridiction, c'est un sujet que certainement vous avez à cœur. Merci. Merci, cher maître, pour le. Je serai très court, parce que je vais laisser parler notre orateur. Euh, en deux mots, d'abord, merci au Droit et Commerce de tenir cette conférence en notre institution. J'ai à cœur de développer ce type de colloque et ce type de conférence pour que, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de ma prise de fonction, le tribunal de commerce de Paris ne soit pas simplement un lieu où on juge, un lieu où on condamne, mais également un lieu où se construit d'une certaine manière la doctrine. Et ce type de colloque, évidemment, y contribue. Lorsque on m'avait présenté le sujet pour la première fois, je me suis dit, mais diable, qu'est-ce que le droit de la preuve devant l'autorité des marchés financiers vient faire devant le tribunal de commerce de Paris? euh, Nous sommes une juridiction premier ressort et nous savons que les décisions de l'autorité des marchés financiers peuvent venir en appel devant la Cour d'appel de Paris, pas devant la nôtre. Alors nous avons eu certainement à connaître, ça m'est arrivé d'ailleurs l'an dernier, du contentieux intéressant relatif au CMF sur des émetteurs qui sont, le cas échéant, cotés sur Alternext, mais non pas sur Euronext, et qui, d'une certaine manière, peuvent présenter, enfin, les affaires en question peuvent présenter dans leur intérêt des connexités évidentes avec des affaires qui seraient traitées, le cas échéant, par l'autorité des marchés financiers, sous la réserve fondamentale que le tribunal de commerce de Paris n'est pas une autorité de sanction, donc elle peut avoir un pouvoir en matière de responsabilité, mais évidemment pas en matière de sanction. Quand on regarde le sujet du droit de la preuve, c'est un sujet qui est très large, qui est au cœur de notre office, et c'est un sujet qui se nourrit de décisions, en particulier une décision récente de l'Assemblée plénière qui venait au départ, la Chambre sociale de la Cour de cassation, et qui a permis d'introduire, je restais à mes cours de droit, où il y avait d'un côté la loyauté de la preuve devant les juridictions civiles et devant les juridictions pénales pour certaines parties, pas pour le ministère public, M. Almacéanu, la possibilité d'une relative déloyauté de la preuve, et c'était assez carré jusqu'à cette décision de décembre. Cette décision de décembre a tout rebattu, et d'une certaine manière, ce qui est intéressant avec le droit de la preuve au sein de l'autorité des marchés financiers, pardon,
c'est que lorsque l'on cherche les textes fondateurs de la jurisprudence de l'AMF sur sa procédure, bah, le kidam que je suis, parce que vis-à-vis de l'AMF, je ne suis jamais qu'un kidam, tout en étant président de ce tribunal, ne trouve pas une multitude de textes. Donc on se dit que l'autorité des marchés financiers est par définition soumise à l'ensemble des textes essentiellement conventionnels qui tiennent à la préservation des droits fondamentaux. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, le sujet qui est proposé dans le fond, un formidable sujet. On pourrait croire que c'est un sujet de CRFPA, concilier les impératifs d'efficacité et de légitimité de la répression financière. C'est un sujet qui est effectivement posé par cette procédure spécifique devant l'autorité des marchés financiers. Alors nous avons, pour y répondre et pour nous éclairer, sachant que comprendre cette spécificité du droit de la preuve, ça va nous amener à mieux comprendre le droit de la preuve d'une façon générale. C'est pour ça que j'ai invité un certain nombre de mes collègues juges à participer effectivement à cette réunion ce soir. Nous avons, pour répondre à ces questions, pour nous éclairer sur ces questions, M. Ida, qui est maître de conférence à l'université d'Aix et qui a réalisé un travail singulier et récompensé par droit et commerce et de façon éclatante, hein, vous disiez vous-même tout à l'heure, cher ami. Et donc, sans plus attendre, je vais lui passer la parole. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Président du commerce. Mesdames et messieurs, je suis extrêmement heureux de pouvoir m'exprimer ici devant tel public et en un si beau lieu. Et je suis d'autant plus heureux que je viens effectivement pour m'exprimer sur un sujet qui m'est particulièrement cher. Voilà, vous m'entendrez mieux ainsi. Je viens pour m'exprimer sur un sujet qui m'est particulièrement cher puisque j'y ai consacré quelques années de mes recherches doctorales. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Président, je vais vous parler de la question de la preuve devant l'autorité des marchés financiers. Peut-être parlerons-nous lors des échanges qui suivront cette conférence de la preuve en général, et notamment de l'arrêt qui a été rendu récemment par l'Assemblée plénière. Mais je vais vous parler ici d'un sujet qui, de prime abord, pourrait sembler être un sujet relativement technique qui plus est sur un contentieux relativement restreint, celui des décisions de sanction de l'autorité des marchés financiers, mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue deux choses en abordant ce sujet. La première observation, c'est que le droit de la preuve, en général, n'est pas un droit purement technique. Comme beaucoup d'autres branches du droit, le droit probatoire véhicule un certain nombre de valeurs de société. D'ailleurs, ai-je besoin de le rappeler, quelques semaines après que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation enfin tranché le conflit qui opposait les deux titans du droit de la preuve, que sont d'un côté la loyauté de la preuve et de l'autre le droit à la preuve, la loyauté probatoire qui a été imposée par la Cour de cassation afin de sous couvert l'exigence de dignité et de crédibilité de la justice, et le droit à la preuve, qui est un droit fondamental tiré du droit à un procès équitable et qui, à rebours du principe de loyauté, permet de justifier la production en justice de preuves illicites et de preuves déloyales. C'est ici un conflit de valeurs qu'a tranché l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, et on va voir sur les questions plus particulières de la preuve dans le contentieux financier, c'est également des conflits de valeurs qui sont à l'œuvre dans ce domaine. L'autre observation tient au caractère particulièrement décisif des questions de preuve. La preuve, vous le savez, constitue l'enjeu principal de tout procès. Et j'aime beaucoup une citation de Bentham qui jadis disait que l'art de la procédure ne se rapporte essentiellement qu'à l'art d'administrer les preuves. Et je crois que c'est assez vrai. La preuve, c'est l'un des nerfs du procès, un petit peu comme il y a un nerf de la guerre. Et c'est peut-être encore plus vrai s'agissant des délits et manquements financiers qui se sont toujours avérés particulièrement difficiles à caractériser. Si on remonte un petit peu dans le temps, à l'époque
où émergeait une répression pénale des infractions boursières, eh bien, on constate que les tribunaux ont tout de suite été confrontés à l'extrême difficulté d'établir les délits d'initiés. Pas très étonnant, il s'agit d'infractions qui reposent sur la transmission et la circulation d'informations privilégiées qui peuvent circuler sans quasiment laisser de traces. Et donc, on comprend que dans ces conditions, la preuve soit passablement diabolique. La répression pénale en ce domaine était relativement ineffective, notamment pour ces questions de preuve, et cela a conduit à confier un pouvoir d'enquête et de sanction à la commission des opérations de bourse, dont l'AMF, on le sait bien, est désormais l'héritière. Évidemment, le problème de la preuve n'a pas disparu pour autant, et je dirais qu'il a même atteint son point culminant au cours des dernières années. Cela tient notamment au fait qu'il existe une demande sociale très forte de répression des mauvais comportements financiers. Pour s'en rendre compte, il suffit de consulter les textes européens relatifs à la répression des abus de marché. Le législateur européen fait grand cas de la répression des manquements financiers parce que si la transparence et l'intégrité des marchés financiers ne sont plus garanties, eh bien, les investisseurs risquent de se détourner des marchés financiers, ce qui, selon le législateur européen, constituerait une menace pour la croissance économique et la prospérité, rien que ce. Et de ce point de vue, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'AMF est une autorité répressive particulièrement performante. Elle est même aujourd'hui l'autorité de régulation financière la plus sévère en Europe, avec 500 millions d'euros d'amende cumulée en 20 ans à peine d'existence, puisqu'on vient de fêter en novembre les 20 ans de l'autorité des marchés financiers. L'AMF sanctionne donc, mais pour sanctionner, évidemment, il faut des preuves. Et ces preuves, en pratique, sont de plus en plus difficiles à obtenir. Elles sont de plus en plus difficiles à obtenir parce que la délinquance financière s'est transformée au cours des dernières années. Elle est plus experte, elle est plus internationale et elle est plus numérique, si j'ose dire, ce qui évidemment a conduit à modifier les moyens de preuve que peut utiliser l'AMF. D'abord, la délinquance financière est plus experte parce qu'elle sait se mouvoir dans les règles du droit financier à travers des montages sophistiqués qui lui permettent d'échapper à certaines obligations. Et on a en tête un certain nombre de grandes affaires très médiatiques dans lesquelles des investisseurs sont montés de façon dissimulée au capital de sociétés cotées au moyen d'instruments financiers complexes afin de contourner certaines règles de transparence édictées par le droit financier. Dans de telles hypothèses, la preuve est très difficile à caractériser au point qu'elle ne peut guère reposer que sur de simples faisceaux d'indices. La délinquance financière est également ensuite de plus en plus internationale, et je rappellerai simplement à ce titre que 80 à 90% des enquêtes de l'AMF désormais comportent un élément d'extranéité, ce qui suppose une bonne coopération internationale pour que l'AMF puisse obtenir des preuves à l'étranger en faisant réaliser des actes d'enquête par ses homologues. Enfin, la délinquance financière tire bien évidemment profit de l'évolution des nouvelles technologies. Et à cet égard, l'exemple emblématique est celui du trading à haute fréquence, c'est-à-dire que chaque jour, des algorithmes de trading inondent les marchés financiers de millions d'ordres de bourse qui sont exécutés, parfois même annulés avant exécution, en un battement de cils. Et bien sûr, les éventuelles manipulations de cours que permettrait cette technologie se trouvent complètement noyées dans une masse considérable de données, dans un océan de données, qu'il est impossible de traiter de façon exhaustive, même pour une autorité experte telle que l'AMF. Pour relever ce véritable défi de la preuve en matière financière, l'AMF dispose naturellement de pouvoirs d'enquête très nombreux et sans cesse renforcés, le droit d'accéder à tout document, à toute donnée, le droit de procéder à des auditions, le droit d'accéder aux données de connexion, le droit de réaliser des visites domiciliaires, et j'en passe. Ces pouvoirs sont extrêmement nombreux, mais ils ne sont pas pour autant sans limite. Ils ne sont pas sans limite
puisque finalement, les principales bornes en la matière sont posées, alors certes par quelques textes, mais les principales bornes sont ici posées principalement par les droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation des pouvoirs d'enquête de l'AMF qui est constante, mais en parallèle, les droits dont bénéficient les personnes qui sont visées par les enquêtes de l'AMF sont eux aussi de plus en plus protégés. Régulièrement, les enquêteurs de l'AMF se trouvent confrontés à des refus de remise de pièces qui sont fondés sur le respect du secret professionnel des avocats, sur le fondement du droit au respect de la vie privée ou encore sur le fondement du droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer. Et comme la preuve est difficile, les pouvoirs d'enquête de l'AMF ne suffisent pas toujours et il est nécessaire de compléter ces éléments de preuve recueillis durant l'enquête par un certain nombre de faisceaux d'indices et de présomptions qui vont être utilisés par l'organe de jugement de l'AMF, qui est la commission des sanctions. Et à cet égard, c'est cette fois la présomption d'innocence, le droit à la présomption d'innocence, qui vient limiter la possibilité pour l'AMF de se fonder sur des faisceaux d'indices qui seraient insuffisants. On voit donc, comme je le disais au tout début, que le droit de la preuve n'est pas uniquement fait de règles techniques, il véhicule aussi des valeurs de société qui nous sont précieuses et qui ne sont pas moins importantes que la protection de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers. Il est vrai dans le même temps que ces droits fondamentaux opposables à l'AMF ne sont pas absolus. Finalement, un équilibre doit être trouvé entre l'impératif d'efficacité de la preuve et de la répression d'un côté et l'impératif de protection des droits des justiciables d'un autre côté. Cet équilibre, on peut tenter de le trouver en organisant le propos autour des deux grandes étapes qui structurent la procédure de sanction de l'AMF sous l'angle probatoire qui nous intéresse ce soir. C'est d'abord la phase d'enquête qui met en valeur la dimension matérielle de la preuve, puisque la phase d'enquête permet de récolter les documents, les données, les témoignages, bref, le matériel probatoire qui va permettre d'alimenter une éventuelle notification de grief. Mais la preuve désigne aussi une démonstration, un raisonnement qui permet d'établir la réalité des faits. Et cette dimension intellectuelle de la preuve est cette fois mise en lumière lorsque la commission des sanctions de l'AMF utilise des présomptions et des faisceaux d'indices pour faciliter ces raisonnements probatoires. Par conséquent, et ce sera deux grandes idées que je suivrai dans cette conférence, on peut dire que dans la procédure de sanction de l'AMF, la preuve s'organise finalement autour d'une phase préliminaire de constitution du dossier probatoire, qui est essentielle dans toutes les procédures, à laquelle peut éventuellement s'ajouter, dans les cas les plus difficiles, une phase complémentaire de construction d'un raisonnement probatoire qui s'appuierait sur un certain nombre de présomptions. J'évoquerai donc la phase préliminaire de constitution du dossier probatoire en premier lieu. La phase d'enquête, c'est celle qui suscite le plus de contestations dans le contentieux financier. Et il faut dire que cette phase d'enquête est caractérisée par un très fort déséquilibre au service, finalement, de l'efficacité des investigations. Cela justifie que, traditionnellement, les droits de la défense soient considérés comme exclus de cette phase préalable de l'enquête. Mais un rééquilibrage s'est au fil du temps opéré, puisque désormais, les droits fondamentaux ont fait irruption dans les procédures d'enquête de l'AMF, ce qui a conduit à un certain nombre de bouleversements dont toutes les conséquences juridiques, à mon sens, n'ont pas forcément encore été tirées. J'évoquerai donc l'exclusion des droits de la défense dans l'enquête, d'une part, puis l'irruption des droits fondamentaux dans l'enquête, d'autre part. S'agissant de l'exclusion des droits de la défense au stade de l'enquête, d'une part, on a pu parler, à propos de cette phase préalable de la procédure, du désert procédural de l'enquête. Et cela se comprend. Nous sommes en amont de la notification des griefs, personne n'est encore accusé de quoi que ce soit, par conséquent, il n'y a pas encore lieu de se défendre, ce qui explique que les droits de la défense ne soient pas appliqués. Ce constat, toutefois, doit immédiatement être nuancé, parce qu'il y a quand même quelques oasis dans ce désert procédural. Je prendrai un seul exemple.
la protection des correspondances d'avocats, ce professionnel de l'avocat est opposable aux enquêteurs de l'AMF. C'est déjà une composante des droits de la défense. Mais au-delà des garanties ponctuelles qui existent dans le cadre de cette procédure, la jurisprudence ne formule qu'une seule exigence générale au sujet des enquêtes de l'AMF. Il faut que l'enquête se déroule loyalement. C'est une exigence de loyauté de l'enquête. Alors, cela peut paraître curieux parce qu'on se souvient qu'en 2011, la Cour de cassation avait soumis les procédures de l'AMF au principe général de loyauté dans l'administration de la preuve. Loyauté de l'enquête, loyauté de la preuve, est-ce que c'est exactement la même chose? Et il me semble que la réponse est non. Ce n'est pas la même chose. L'exigence de loyauté de l'enquête de l'AMF ne renvoie pas au principe général de loyauté probatoire tel qu'il a été évoqué, notamment dans les arrêts d'assemblée plénière assez récemment. Pour le comprendre, il faut revenir un court instant sur ce qu'est la loyauté de la preuve en général. Pour me limiter simplement au contentieux civil, on sait qu'une preuve est considérée comme déloyale lorsque soit la preuve est obtenue à l'insu d'une personne, c'est le cas lorsqu'il y a un enregistrement clandestin de la parole ou de l'image d'une personne, mais la preuve est également considérée comme déloyale, nous dit la jurisprudence, lorsqu'elle a été obtenue au moyen d'un stratagème. Alors, difficile de savoir où commence le stratagème, où finit la stratégie exactement, et donc on comprend que cette notion de loyauté de la preuve fait difficulté parce qu'elle est en partie assez floue. La difficulté tient au fait que la Cour de cassation a initialement conféré à ce principe assez flou une portée absolue, puisqu'on considérait, jusqu'à il y a peu, qu'une preuve déloyale doit être considérée comme automatiquement irrecevable. C'était une irrecevabilité automatique. On sait que cette affirmation traditionnelle doit désormais être conjuguée au passé, parce que vous savez que dans des arrêts du 22 décembre dernier, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé qu'une preuve déloyale peut néanmoins être considérée comme recevable dès lors que la production de cette preuve déloyale est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de celui qui s'en prévaut, et dès lors que l'atteinte portée d'autrui est proportionnée au regard des intérêts contradictoires en présence, c'est-à-dire que le droit à la preuve triomphe sur le principe de loyauté de la preuve. Alors, l'une des questions, des nombreuses questions que pose cette solution nouvelle, est notamment celle de sa portée devant les autorités de régulation. Cette question, à mon sens, se pose avant tout, non pas pour l'AMF, mais pour l'autorité de la concurrence, parce qu'en 2011, l'Assemblée plénière avait soumis l'autorité de la concurrence au principe général de loyauté de la preuve tel qu'on l'entend dans le procès civil, ce qui d'ailleurs avait été largement contesté s'agissant d'une procédure à vocation répressive. Pour en rester au sujet qui nous intéresse, qu'en est-il de l'autorité des marchés financiers? Alors, s'agissant de l'autorité des marchés financiers, il me semble que les évolutions récentes n'auront pas beaucoup d'impact sur la procédure de sanction, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'exigence de loyauté de l'enquête de l'AMF ne renvoie pas au principe général de loyauté de la preuve. Ce n'est pas la même chose. Il faut se souvenir d'ailleurs qu'en 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait sanctionné une pratique d'audition de l'AMF au visa de ce principe général de loyauté de la preuve. Pourtant, ce visa était inutile en espèce. C'est un visa inutile parce que l'AMF, dans cette affaire, s'était autorisé à effectuer des auditions, on a parfois qualifié d'auditions sauvages, c'est-à-dire des auditions réalisées sans convocation préalable, alors que la loi prescrivait une convocation préalable. Donc l'acte d'enquête dans cette affaire n'était pas déloyal, il était tout simplement illégal, illicite. Et d'ailleurs, par la suite, la jurisprudence n'a plus fait référence au principe général de loyauté dans ce contexte financier. Elle s'est contentée de faire référence à une exigence plus particulière de loyauté de la France.
qu'est-ce que c'est que cette exigence de loyauté de l'enquête? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette exigence a été imposée afin de réaliser une protection anticipée des droits de la défense. Il faut éviter que les droits de la défense ne soient irrémédiablement compromis dès la phase préliminaire de la recherche des preuves. L'idée est la suivante. Les droits de la défense, je l'ai dit tout à l'heure, ne sont applicables qu'à compter de la mise en accusation, c'est assez logique. Mais il faut éviter que ces droits de la défense, encore faut-il pouvoir les exercer correctement, ces droits de la défense, le moment venu. Il faut éviter qu'ils soient tués dans l'œuf en raison d'un déroulement inapproprié de la phase d'enquête. Donc on comprend l'idée générale qui se dégage à travers cette jurisprudence, mais cela soulève une question essentielle. Qu'est-ce au juste qu'une atteinte irrémédiable aux droits de la défense? Ce n'est pas évident à dire, parce que les exemples d'atteinte irrémédiable sont tout à fait rarissimes. Alors il est vrai que les personnes qui sont poursuivies devant l'AMF invoquent souvent cette exigence de loyauté de façon un petit peu incantatoire. Et on ne peut pas se prévaloir d'un manquement tout à fait minime des enquêteurs à leurs obligations procédurales pour considérer qu'on peut en tirer à chaque fois un motif d'annulation de la totalité de la procédure de sanction. Cela justifie que la plupart du temps, le grief de déloyauté de l'enquête soit évacué par la commission des sanctions. Mais il me semble qu'on trouve quand même dans la jurisprudence au moins un exemple de compromission irrémédiable des droits de défense. Et on le trouve, cet exemple, dans l'affaire qui avait conduit, en 2011, à l'affirmation du principe général de loyauté, en tout cas la soumission des enquêtes de l'AMF au principe général de loyauté de la preuve. Dans cette affaire, la Cour d'appel de renvoi, l'appel de Paris, avait prononcé la nullité de toute la procédure de sanction de l'AMF parce que les propos recueillis à l'occasion de l'audition irrégulière avaient déterminé la suite de l'enquête et donc avait déterminé in fine l'ouverture d'une procédure de sanction. Autrement dit, il n'était pas possible de revenir sur ce qui a été dit dans un premier temps, quelles que soient les garanties dont la personne concernée avait pu bénéficier dans la suite de la procédure. Il y avait donc atteinte irrémédiable au droit de la défense, même si ce n'était pas tout à fait dit comme ça en 2 minutes. De façon plus générale, il me semble que à partir du moment où une personne se trouve tenue de livrer contre son gré des informations qui contribuent à l'incriminer, on peut considérer qu'elle ne pourra pas revenir sur ce qui a été dit dans un premier temps face à la commission des sanctions, et que dans ce cas, l'atteinte irrémédiable au droit de la défense serait consommée. Mais j'en viens alors à la question épineuse de la protection du droit de ne pas s'auto-accuser dans les enquêtes de l'AMF, qui, à mon sens, est emblématique de l'irruption des droits fondamentaux dans ces enquêtes. L'irruption des droits fondamentaux dans l'enquête, d'autre part. L'encadrement juridique des enquêtes de l'AMF a beaucoup évolué au cours des dernières années sous l'influence des juridictions internes, des juridictions européennes. C'est-à-dire que l'insuffisante protection des personnes durant cette phase de la procédure a été remise en cause par un certain nombre de décisions marquantes. Celle de 2011 que j'évoquais en fait partie. Et sans pouvoir tout évoquer ici, je me contenterai de dire qu'il y a actuellement 2 limites nouvelles au pouvoir d'enquête de l'AMF qui suscitent des difficultés toutes particulières. La première limite résulte de l'émergence du droit fondamental de garder le silence. L'autre limite résulte de la montée en puissance de l'impératif de protection des données à caractère personnel dans les enquêtes de nature répressive. Commençons par le droit de garder le silence. Cela fait longtemps que ce droit, plus largement le droit de ne pas s'auto-accuser, est invoqué dans le cadre des enquêtes de l'AMF. Mais nos juridictions internes ont toujours refusé d'en reconnaître l'application dans ce contexte-là. L'argument consistait à dire qu'il s'agit d'une composante des droits de la défense, et comme on l'a vu, les droits de la défense sont applicables à ce stade de la procédure. Cette jurisprudence, au demeurant assez critiquable, me semble-t-il, parce que ça fait quand même que la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu l'application de ce droit dans le cadre des enquêtes, y compris dans le cadre des enquêtes administratives à vocation.
La question de l'application de ce droit de ne pas s'auto-incriminer a pris une importance nouvelle depuis la consécration du manquement administratif d'entrave aux enquêtes de l'AMF. C'est-à-dire qu'en 2013, le législateur a permis à l'autorité des marchés financiers de sanctionner le refus de coopérer à ces enquêtes. L'AMF peut sanctionner elle-même le refus de coopérer à ses propres enquêtes. Et on comprend que le fait d'incriminer ainsi le refus présuppose une obligation de coopérer. Et l'obligation de coopérer porte de front le droit fondamental de ne pas s'auto-accuser. C'est une question qui était au cœur d'un important arrêt du 2 février 2021 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne. Le droit européen des abus de marché était en cause parce qu'il permet de sanctionner ce refus de coopérer. Et une juridiction italienne a posé une question préjudicielle consistant à savoir si, sur le fondement du droit européen, il est possible de sanctionner une personne qui ne répondrait pas dans le cadre des auditions d'une autorité de régulation financière. La Cour de justice a répondu qu'il n'est pas possible de sanctionner une personne qui refuse de s'exprimer dans le cadre de l'audition parce que cette personne dispose d'un droit de garder le silence qui a été consacré pour l'occasion par la Cour de justice sur le fondement de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est une évolution importante, mais on n'en connaît pas encore, me semble-t-il, on n'en connaît pas encore tout à fait toutes les implications. La principale question qui se pose est celle de l'étendue de ce droit fondamental nouvellement consacré. Il y a plusieurs questions qui peuvent se poser ici. Je me contenterai d'en évoquer une seule parce qu'à mon sens, elle a les plus grandes implications pratiques. La Cour a reconnu un droit de garder le silence. On comprend que c'est un droit de ne pas effectuer des déclarations contre soi-même. Mais est-ce que ce droit s'étend au droit plus large de refuser de communiquer des documents ou des données qui seraient auto-incriminantes? Est-ce qu'on peut aller plus loin? La Cour européenne des droits de l'homme, encore une fois, a reconnu depuis longtemps l'existence de ce droit, y compris dans les enquêtes administratives. Et d'ailleurs, les juges de l'Union européenne se sont fondés sur les acquis de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour dégager le droit de garder le silence dans l'arrêt que j'ai évoqué. Et quand on lit la Charte des droits fondamentaux européens, eh bien, il est écrit que lorsque la Charte connaît des droits qui sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur donne la Convention européenne des droits de l'homme. Je crois que si l'occasion devait se présenter, la Cour de justice disposerait tout à fait des moyens pour étendre la portée de ce droit fondamental nouveau. Le fera-t-elle? C'est une question, mais elle dispose d'un fondement solide pour étendre la portée de ce. Alors on rétorquera peut-être que cette conception élargie du droit de ne pas s'auto-accuser risquerait de nuire de façon excessive à l'efficacité des enquêtes et, in fine, à la protection de l'intégrité des marchés financiers. Il me semble que cette crainte doit être largement relativisée pour au moins 3 raisons. D'abord, il ne faut pas oublier que le droit de ne pas s'auto-incriminer n'a rien d'absolu. La Cour de justice l'a bien dit, le droit de garder le silence ne justifie pas le refus de se présenter à une audition ou des manœuvres dilatoires. Comme les autres droits fondamentaux, il n'y a pas de portée absolue. Ensuite, si le droit plus large de ne pas s'auto-incriminer devait être reconnu, eh bien, il céderait face au pouvoir des enquêteurs de l'AMF de procéder à des visites domiciliaires, c'est-à-dire à des perquisitions et saisies. On peut saisir d'autorité les documents qui intéressent les enquêteurs. Enfin, ce droit, la portée de ce droit, même élargi, devrait être relativisée, tout simplement parce qu'il y a des incitations à coopérer avec l'AMF. Il y a des incitations qu'on pourrait qualifier de négatives. Si on invoque le droit de ne pas s'auto-accuser, il y a un effet boomerang assez désagréable, hein, c'est l'invocation de ce droit, puisque finalement, le refus de coopérer peut être retenu à titre d'indice de la culpabilité de la personne qui serait poursuivie, et puis c'est un facteur d'aggravation du montant de la sanction pécuniaire si une sanction est finalement prononcée. Il y a également des incitations que je pourrais qualifier de positives. La bonne coopération,
ainsi que l'AMF a proposé une transaction, une entrée en voie de composition administrative qui conduit à mettre fin aux poursuites sans reconnaissance de culpabilité en échange du versement de la bonne coopération, bien sûr aussi un facteur de diminution du montant de la sanction pécuniaire. Donc on comprend que le choix de se murer dans le silence, ce n'est pas forcément le choix le plus judicieux, ce n'est pas forcément la meilleure façon d'aborder une enquête de l'autorité des marchés financiers. Et de façon générale, je crois que l'invocation de ce droit, même dans une conception élargie, ne serait pas un obstacle dirimant à l'efficacité des enquêtes de l'AMF. Il est vrai que, en l'absence de précision supplémentaire de la Cour de justice, pour l'instant, la portée qu'il convient d'accorder à ce droit est relativement incertaine. S'il y a bien un domaine, en revanche, où la Cour de justice a clairement exprimé ses intentions, c'est celui de la protection des données à caractère personnel dans le cadre des enquêtes administratives et également pénales. Je reviens donc à la question de la protection des données à caractère personnel. C'est une autre difficulté particulièrement importante que celle de l'accès par l'AMF à ce qu'on appelle les données de connexion. Alors, les données de connexion, ce sont les données de trafic et de localisation, c'est-à-dire qu'elles permettent de savoir qu'un échange téléphonique a eu lieu entre deux personnes. On peut connaître le moment de l'échange, sa durée, son lieu d'émission, son lieu de réception. Ce sont des données à caractère personnel et on sait que la Charte des droits fondamentaux de l'Union protège ces données. Alors, il se trouve que ces données de connexion sont absolument essentielles à la répression des opérations d'initiés. Elles sont précieuses lorsque l'AMF suspecte un investisseur d'avoir utilisé une information privilégiée qui lui aurait été transmise par une personne initiée, par une personne qui détenait une information privilégiée. Le fait qu'une conversation téléphonique ait eu lieu dans un temps proche de l'opération suspecte est un indice très fort de la commission d'une opération d'initié. C'est la raison pour laquelle les enquêteurs de l'AMF disposent depuis longtemps d'un droit d'accès aux données de connexion qui sont détenues par les opérateurs de télécommunications. Alors, c'est certes pas un droit d'écoute des conversations, ça ne va pas jusque-là, mais il faut bien comprendre que l'accès à de telles données, même si on ne connaît pas le contenu des conversations, permet néanmoins de tirer des conclusions très précises sur la vie privée des personnes. On peut savoir, grâce à ces données, qu'une personne se trouvait en un tel lieu à un moment donné. C'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2017, a considéré que le dispositif d'accès de l'AMF aux données de connexion ne prévoyait pas des garanties suffisantes pour protéger la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, ce qui a conduit le législateur à réformer notre dispositif légal. Alors, on aurait pu penser à l'époque que cette réforme du droit d'accès de l'AMF aux données de connexion suffirait à résoudre le problème. Mais hélas, cet encadrement était insuffisant parce qu'il y a quand même une question qui se pose en amont de l'accès aux données de connexion. Et cette question qui se pose, c'est celle de la conservation des données de connexion par les opérateurs de communication électronique. Il faut comprendre une chose sur ce point, c'est que l'AMF a besoin, elles sont très concrètes, a besoin d'accéder à des données qui sont conservées de façon préventive, c'est-à-dire à des données qui sont antérieures à la détection d'un potentiel manquement d'initié. Les données postérieures ne lui servent à rien, elles ont une valeur probante qui est extrêmement faible, puisque, par hypothèse, l'AMF s'intéresse à des faits passés, et on a les mêmes problématiques dans les enquêtes pénales bien au-delà du contentieux financier. La difficulté tient au fait que la Cour de justice a récemment réécrit le droit de la protection des données dans un sens qui est extrêmement défavorable, non seulement à l'AMF, mais à l'efficacité des enquêtes pénales de façon beaucoup plus générale. Alors, c'est un dispositif qui est extrêmement complexe, je vais essayer de résumer le plus possible, mais
Pour la Cour de justice, la conservation généralisée et indifférenciée des données n'est possible au titre des infractions les plus graves, c'est-à-dire, pour le dire vite, au titre de la lutte contre le terrorisme. Pas exactement formulé comme ça, mais c'est un petit peu cela. Pour les autres infractions, toutes les autorités répressives telles que l'AMF peuvent tout au plus requérir la conservation ciblée de données de connexion lorsqu'elles ont des soupçons. C'est une évolution qui n'arrange pas du tout l'AMF, parce que si on suit la jurisprudence, elle ne peut plus accéder aux données passées. Et on s'est demandé si cela ne privait pas l'AMF de toute possibilité d'action en matière de preuve des opérations d'initiés. Le législateur français a réagi à la suite de cette évolution jurisprudentielle et il a finalement maintenu le droit d'accès par l'AMF aux données de connexion. Le législateur est intervenu pour rendre notre droit conforme à la jurisprudence européenne. Il a prohibé la conservation généralisée et préventive des données, sauf en cas de menace grave pour la sécurité nationale. Mais comme la menace terroriste persiste actuellement, eh bien, la possibilité de procéder à une conservation généralisée a été maintenue. S'agissant de l'AMF, la loi lui permet de solliciter une conservation rapide des données. C'est la mesure que j'évoquais juste avant et dont je vous ai dit qu'elle peut être considérée comme inutile en pratique. C'est une mesure qui est inutile, sauf si on considère qu'elle permet à l'AMF d'aller puiser dans le lac de données qui ont été conservées de façon généralisée, indifférenciée, pour servir l'objectif de lutte contre le terrorisme et contre les atteintes à la sécurité nationale. La Cour de justice, elle, a clairement jugé qu'elle interdisait ce type de contournement de sa jurisprudence. Pourtant, nos juridictions l'ont validé dans le cadre des enquêtes pénales et plus récemment, dans des arrêts du 10 mai 2023, la Cour de cassation a validé ce type de contournement pour le cas plus particulier de la répression des abus de marché. Le résultat de tout ceci, c'est que l'AMF peut se servir dans la masse de données conservée au titre de la lutte contre le terrorisme. Évidemment pas certain, c'est moins qu'on puisse dire que la Cour de justice approuverait ce contournement de sa position, mais il faut reconnaître dans le même temps que la Cour de justice est allée extrêmement loin dans le sens de la protection des données, ce qui explique, à défaut peut-être de justifier, la résistance de nos juridictions nationales. Donc notre dispositif de réquisition des données est aujourd'hui sauvé, du moins jusqu'à ce que le législateur européen intervienne pour enfin clarifier cet état du droit, puisqu'il s'agit d'un droit essentiellement jurisprudentiel et donc par nature tout à fait incertain. Donc l'AMF peut être rassurée, pour l'instant, elle continuera de disposer du matériel probatoire nécessaire pour alimenter ces faisceaux d'indices. Mais les faisceaux d'indices de l'AMF ne peuvent pas reposer que sur les seules données de connexion. C'est tout à fait insuffisant. Alors sur quoi reposent ces faisceaux d'indices? Comment fonctionne cette technique de preuve de façon plus générale? J'en viens ici à l'autre étape du processus probatoire devant l'AMF, c'est celle qui repose non plus sur le recueil d'éléments de preuve matérielle, mais sur les raisonnements qui sont mis en œuvre par l'AMF pour établir la réalité des faits. J'en viens donc à la phase complémentaire de constitution du raisonnement probatoire en seconde. La question est ici tout à fait différente. Il s'agit d'évoquer les présomptions qui sont mises en œuvre en matière financière. Le droit financier regorge de présomptions. Alors on pense en particulier aux présomptions légales d'action de concert qui sont consacrées par le Code de commerce, mais on peut aussi penser aux faisceaux d'indices qui sont élaborés par l'AMF pour apporter la preuve, notamment, des manquements d'initiés. Ces différentes présomptions, en réalité, ne fonctionnent pas de la même manière. Il faut ici rappeler une distinction de base du droit de la preuve. Il y a des présomptions de droit et il y a des présomptions de fait. Lorsque la commission des sanctions de l'AMF se fonde sur un faisceau d'indices pour établir un manquement d'initié, par exemple,
eh bien, elle déclenche une présomption de fait au terme d'un raisonnement probatoire particulier qui est recommencé dans chaque affaire. C'est à chaque fois différent. Lorsqu'il s'agit en revanche de faire jouer une présomption de droit, la commission des sanctions est liée par un raisonnement probatoire que la loi a déterminé par avance. Donc, dans le premier cas, celui des faisceaux d'indices, le raisonnement probatoire est libre, alors que dans l'autre cas, celui des présomptions de droit, le raisonnement probatoire est lié. Évoquons donc le raisonnement libre d'une part, puis le raisonnement lié d'autre part. Alors, s'agissant du raisonnement libre que j'évoquais à l'instant, il s'agit ici d'évoquer plus particulièrement les fameux faisceaux d'indices sur lesquels l'AMF se fonde notamment pour apporter la preuve des manquements d'initiés, mais aussi celle des actions de concert dissimulées ou encore des manipulations de cours de bourse. Alors, s'agissant des manipulations de cours algorithmiques que j'évoquais en préambule, la technique qui est utilisée est un tout petit peu différente. J'y reviendrai peut-être s'il y a des questions sur ce sujet. J'en resterai simplement, pour l'instant, à l'exemple phare de la preuve des manquements d'initiés au moyen des faisceaux d'indices. L'idée générale est très simple. Les auteurs d'opérations d'initiés, on sans doute, ne crient pas sur les toits qu'ils ont réalisé une opération interdite. Par conséquent, en l'absence le plus souvent de preuves directes, il est admis que l'AMF puisse se fonder sur un ensemble d'indices qui, pris de façon isolée, ne veulent pas dire grand-chose en soi, mais qui, une fois mis ensemble dans un faisceau concordant, permettent d'apporter la preuve des faits, non pas de façon directe, mais de façon indirecte, par un déplacement de l'objet de la preuve. Prenons un rapide exemple. Voici un investisseur qui est suspecté d'avoir commis un manquement d'initié en utilisant une information privilégiée qui est relative à une société cotée. Sauf que les activités professionnelles de cette personne sont absolument sans rapport avec la société cotée concernée par l'information privilégiée, et donc cette personne, a priori, n'avait aucune raison d'être initiée. Dans ce cas, on ne peut pas se fonder sur une preuve directe, on ne peut pas se fonder, par exemple, sur une liste d'initiés, comme ce serait le cas si l'intéressé est un dirigeant de société ou un salarié, par exemple, dans une société cotée. En l'absence de preuves directes, l'AMF n'a d'autre choix que de se fonder sur un ensemble d'indices concordants, dont il résulte que l'opération en cause ne peut s'expliquer que par la détention de l'information privilégiée. L'AMF pourra par exemple se fonder sur les trois indices suivants, et c'est une situation extrêmement classique. D'abord, l'opération reprochée est tout à fait atypique, parce que l'intéressé n'investissait jamais en bourse, et voilà que tout d'un coup, il investit massivement sur un titre donné. Ensuite, le mis en cause disposait d'un accès quelconque à l'information privilégiée parce qu'il connaissait un initié qui faisait partie de son cercle familial ou de son cercle amical. Et c'est là que les données de connexion qu'on évoquait tout à l'heure peuvent être extrêmement utiles. Enfin, l'intéressé ne donne aucune justification crédible, valable à son comportement. Il ne sait pas expliquer en quoi cet instrument financier particulier l'intéressait au point peut-être de risquer une partie de sa fortune. Voilà les indices qui, mis ensemble, peuvent typiquement permettre d'apporter la preuve du manquement d'initié. Alors, c'est peu dire que le recours à cette technique de preuve a suscité des critiques particulièrement virulentes de la part d'une partie de la doctrine. Si je prends l'exemple des critiques les plus radicales, certains ont dit que la méthode du faisceau d'indices leur rappelait le système des preuves légales de l'Ancien Régime, quand on additionnait les demi-preuves et quarts de preuve pour arriver à une preuve complète. Certains ont même évoqué les ordalies du droit primitif, c'est-à-dire le mécanisme de la preuve surnaturelle. Selon ses détracteurs, la méthode du faisceau d'indices, pour le dire autrement, caractérisait une forme de tendance régressive du droit probatoire qui ajouterait, vous savez, à la liste fameuse des tendances régressives, autrefois identifiées par Omnibus. Bon, ces critiques persistent chez une doctrine, mais qui est tout à fait minoritaire, et à mon sens, elles sont assez caricaturales, elles ne me paraissent pas fondées, parce que le recours à la méthode du faisceau d'indices ne pose pas de difficulté
mais ne pose pas de difficulté dans son principe. Et ça, c'est très important. C'est dans le principe qu'on peut approuver cette méthode de preuve. A priori, c'est une technique qui est tout à fait banale. Je l'ai un petit peu dit au début. Fondamentalement, il ne s'agit que d'une présomption du fait de l'homme qui est tirée des fameux indices graves, précis et concordants qui sont visés par l'article 1382 du Code civil. Le recours aux présomptions de fait, c'est quelque chose d'extrêmement courant, y compris devant les juridictions pénales. Les juridictions pénales peuvent, le cas échéant, se fonder sur de simples indices dont elles apprécient librement la force probante. D'ailleurs, quand on consulte les premières décisions qui ont été rendues en matière de droit pénal financier, on se rend compte que les juridictions correctionnelles se sont dès le départ fondées sur des faisceaux d'indices concordants. C'était exactement le même mécanisme qui était utilisé, même si la méthode n'était pas aussi formalisée qu'aujourd'hui, même si on représentait peut-être les choses un petit peu différemment, mais c'était bien de cela dont il s'agissait déjà à l'époque. C'est donc moins le principe du recours à cette méthode probatoire qui pose difficulté, à mon sens, que sa mise en œuvre concrète par l'AMF et par les juges. Et sur ce point, il est vrai que certaines décisions de sanction de l'AMF ont pu poser question au regard du respect de la présomption d'innocence qui prévaut dans ces procédures administratives d'avocation de précision. Il est arrivé que des personnes soient sanctionnées parce qu'elles avaient réalisé une opération boursière atypique et dont elles n'arrivaient pas à expliquer les ressorts de façon tout à fait convaincante. Et là, c'est très dangereux. Parce qu'à ce compte-là, finalement, on condamne la possibilité de prendre des risques sur les marchés financiers. Finalement, le fait qu'une opération boursière soit atypique et inhabituelle, et atypique et inexplicable, finalement, ça ne veut pas dire forcément que c'est une opération illicite qui est l'œuvre d'un initié. L'opération peut très bien, après tout, être l'œuvre d'une personne qui est tout simplement chanceuse, d'une personne bien avisée, peut-être même d'un extra-lucide, je ne sais pas, mais il ne s'agit pas forcément pour autant d'un initié. Donc là, je rejoins les critiques qui étaient adressées. Pour que le faisceau d'indices puisse tenir debout, il faut au moins qu'il repose sur un troisième pilier, et ce troisième pilier, au minimum, c'est le constat selon lequel l'intéressé avait au moins un moyen potentiel d'accéder à une information privilégiée. Et cela, l'AMF ne le vérifie pas toujours, et c'est cela qui est problématique en autre chose dans la mise en œuvre de ces techniques de preuve. Donc on comprend qu'il y a un risque de dérive très important lorsque l'AMF emploie cette méthode de preuve, parce que finalement, on peut prétendre tout démontrer de présomption en présomption, d'indice en indice. Et c'est pourquoi les juridictions ont encadré le recours par l'AMF à cette technique de preuve. En particulier, les juges ont exigé que la personne poursuivie puisse faire tomber le faisceau d'indices en montrant que les indices pris de façon individuelle sont équivoques. Surtout, la Cour de cassation elle-même exerce son contrôle sur la façon dont l'AMF et les juges du fond examinent les indices, leur caractère équivoque ou non, leur cumul, etc. Et cela peut paraître assez surprenant. C'est assez surprenant que la Cour exerce son contrôle parce que l'appréciation des indices, normalement, c'est une pure question de fait qui est abandonnée au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Cette singularité-là, à mon sens, résulte du fait que la jurisprudence a progressivement forgé ce qu'on appelle un standard de preuve. Le standard de preuve, c'est une règle qui détermine le degré de conviction que doit atteindre le juge pour considérer qu'un fait est établi. Alors c'est une notion qui est d'origine anglo-saxonne et nous ne sommes pas très habitués en tant que juristes français attachés à la règle de l'intime conviction du juge, mais cette notion de standard de preuve émerge dans notre droit, dans certains contentieux, et notamment en matière financière. Je crois que c'est là que se trouve toute l'originalité de la méthode de preuve par faisceau d'indices. Alors bien sûr, l'application concrète de ce standard de preuve est assez délicate, car finalement l'appréciation des indices
bien sûr, est impartiale, la commission des sanctions est impartiale, mais l'appréciation des indices est forcément subjective, ce qui explique que régulièrement, les commentateurs regrettent dans les colonnes des revues juridiques que tel faisceau d'indices finalement soit composé d'indices qui paraissent pour certains concordants, mais pour d'autres aussi discordants, ou d'autres regrettent que les explications de la personne poursuivie n'aient pas été suffisamment prises en compte par la commission des sanctions. Mais cela relève de la subjectivité de l'interprète des indices, et je crois que de façon générale, le standard de preuve qui a été forgé par l'AMF et par les juges est quand même assez précis, et il s'avère finalement plus sécurisant pour la personne mise en cause que si finalement on appliquait uniquement le principe de libre appréciation des éléments de preuve sans autre encadrement que particulier. J'observe d'ailleurs sur ce point que les juridictions pénales se sont récemment appropriées la méthode de preuve par faisceau d'indices de l'AMF avec l'aval de la Cour de cassation. Ce n'est donc plus l'AMF qui s'aligne sur les standards juridictionnels, ce sont les juridictions qui s'inspirent de la pratique probatoire de l'AMF. Cela veut bien dire, je crois, que la méthode du faisceau d'indices ne correspond pas exactement au mécanisme d'inversion totale de la charge de la preuve qui a pu parfois être décrit lorsque l'emploi n'en était pas encore suffisamment maîtrisé. Je crois qu'il s'agit d'un moyen intelligent d'adapter la façon de prouver au regard de l'absence quasi totale de preuves dans notre domaine financier. Mais encore faut-il bien sûr manier cette méthode probatoire très prudemment en considérant que la personne poursuivie doit être mise hors de cause dès lors que le moindre doute subsiste, malgré les indices recueillis. Et comme l'a dit récemment le président de la commission des sanctions de l'AMF, il ne faut pas confondre un faisceau d'indices avec un faisceau d'hypothèses. Le standard de preuve qui a été élaboré par l'AMF et ses juges est précisément destiné à éviter autant que possible le risque de dérive. Cela dit, les présomptions de fait que je viens d'évoquer ne sont pas les seules présomptions que manie l'AMF. L'AMF fait également un usage abondant des présomptions de droit pour faciliter ses raisonnements probatoires, mais cette fois, le raisonnement ne repose plus sur une libre appréciation des indices. Le raisonnement probatoire, ici, est lié, et j'en terminerai par là en évoquant le raisonnement lié, d'autre part. Vous l'avez compris, il s'agit ici d'évoquer les présomptions de droit, c'est-à-dire à la fois les présomptions légales, mais aussi ce qu'on appelle parfois les présomptions quasi légales, c'est-à-dire les présomptions de droit qui sont forgées non pas par la loi, mais par les juges. Le droit financier connaît les deux. Pour les présomptions légales, j'ai évoqué tout à l'heure les présomptions légales d'action de concert qui sont dans le code de commerce. S'agissant des présomptions quasi légales, on peut donner un exemple qui est, je crois, le plus connu, c'est l'exemple de la présomption d'utilisation indue de l'information privilégiée qui a été instituée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son célèbre arrêt Spector. Selon la Cour de justice, lorsque le dirigeant d'une société cotée réalise une transaction sur les titres de la société privilégiée, alors même qu'il est en situation de détention d'une information privilégiée, alors même qu'il est initié, eh bien, ce dirigeant est présumé avoir utilisé cette information privilégiée afin de s'avantager indûment au détriment du reste du marché. Cela permet de faciliter considérablement la preuve du manquement d'initié. Ces présomptions légales et quasi légales fonctionnent d'une façon différente de celle des présomptions de fait que j'évoquais il y a quelques instants. À partir du moment où une présomption de droit est déclenchée, elle s'impose au juge qui n'a pas à effectuer un travail de pensée particulier comme lorsqu'il s'agit de lier des indices en un faisceau concordant. A priori, les présomptions de fait semblent donc plus sécurisantes, les présomptions de droit, pardon, semblent plus sécurisantes que les présomptions de fait parce qu'elles laissent moins de place à l'arbitraire du juge. Seulement, l'arbitraire peut réapparaître lorsque les juridictions et la commission des sanctions de l'AMF prennent des libertés avec le fonctionnement technique
des présomptions. J'en prendrai un exemple qui porte sur la question du renversement des présomptions de droit. Vous l'avez compris, nous sommes ici dans le champ du droit répressif, et par conséquent, les présomptions irréfragables sont prohibées en ce domaine parce qu'elles porteraient une atteinte frontale à la présomption d'innocence. Ce serait la négation de la présomption d'innocence. Donc, les présomptions qui sont actives en droit financier sont normalement des présomptions réfragables, nécessairement, en tout cas en théorie. Cependant, les choses ne sont pas toujours si simples, parce que si ces présomptions sont réfragables en droit, elles semblent parfois irréfragables dans les faits. Bien sûr, cela peut tenir à la très grande probabilité sur laquelle sont assises ces présomptions. Lorsqu'un dirigeant en situation d'initié réalise des transactions sur le titre de la société à laquelle se rapporte l'information privilégiée qu'il détient, il est évidemment extrêmement probable que ce dirigeant a utilisé l'information privilégiée dont il avait connaissance. Donc finalement, le fait que les situations de renversement de ces présomptions se comptent sur les doigts d'une main est encore tout à fait logique au regard de la très forte probabilité qui fonde les présomptions actives en droit financier. En revanche, l'impossibilité de renverser ces présomptions devient tout de suite un petit peu plus discutable lorsque le régulateur ou le juge crée de toutes pièces une preuve diabolique. Et pendant un temps, ce fut le cas s'agissant de la présomption d'utilisation indue de l'information privilégiée que j'évoquais il y a quelques instants. La commission des sanctions de l'AMF et les juges du recours ont considéré que les personnes mises en cause pour manquement d'initié pouvaient simplement s'exonérer en prouvant qu'elles avaient agi en raison d'un motif impérieux. C'est une exigence purement prétorienne qui est difficile à saisir exactement. Cela ressemble un petit peu à l'état de nécessité du droit pénal, et ce qu'on croit comprendre, c'est qu'il pourrait s'agir d'un impératif à caractère économique qui conduirait un initié à ne pas avoir d'autre choix que de vendre ses titres, alors même qu'il serait initié. C'est un pur tête d'école. Mais le problème tient au fait qu'en limitant ainsi les possibilités d'exonération à la preuve d'un motif impérieux, eh bien, la jurisprudence méconnaît tout simplement la présomption d'innocence. La présomption d'utilisation indue de l'information privilégiée devrait en effet pouvoir être renversée de bien d'autres façons, et pas seulement en établissant un motif impérieux. Quelques exemples rapides. Par exemple, la présomption doit pouvoir être renversée en démontrant que l'opération a été effectuée en contre-tendance. Je disposais d'une information privilégiée qui indiquait, par exemple, que la valeur du titre allait augmenter. Seulement, j'ai vendu mes titres sociaux. Je n'ai donc pas utilisé mon avantage informationnel au détriment du marché. Par exemple, j'étais initié au moment de l'opération, certes, mais mes titres étaient gérés de façon indépendante et discrétionnaire par mon gestionnaire de portefeuille, sans que je puisse lui donner aucune consigne pour orienter ses choix d'investissement. Et on pourrait effectivement en discuter, mais théoriquement, l'argument fonctionne. Est-ce que ça fonctionne devant l'AMF? Ça, on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'était d'ailleurs l'argument, entre autres cas bien sûr, mais c'est l'argument qui était invoqué dans une affaire Diana Holding assez récente, qui a été très remarquée. Dans cette affaire, l'initié qui était poursuivi cherchait à renverser la présomption que j'ai évoquée en invoquant justement l'existence d'un mandat de gestion de portefeuille discrétionnaire. Alors bien sûr, dans sa décision de sanction du 28 avril 2021, la commission des sanctions a balayé l'argument parce qu'il était établi que la personne mise en cause continuait en réalité, et malgré ce qu'elle disait, à donner des instructions à son gestionnaire alors même que cette personne était initiée. Mais l'important est ailleurs. L'important est ailleurs parce que ce qui compte ici, c'est que la commission des sanctions a cherché au moins à savoir si la présomption était ou non renversée au cas d'espèce. Donc il y a ici une mise en conformité, certes tardive, mais qui existe néanmoins avec la jurisprudence Spector de la Cour de justice. Cela semble vouloir dire que la commission des sanctions a abandonné sa jurisprudence assez critiquée qui imposait la preuve d'un motif. Je crois qu'on ne peut que le sentir.
s'en féliciter parce que, ce faisant, elle adopte une solution qui est conforme au plein respect de la présomption d'innocence, ce qui ne peut que renforcer l'acceptabilité de ces décisions de sanction. Pour conclure, je dirais simplement que cette mise en conformité croissante avec les exigences du droit de la preuve est d'autant plus importante que les preuves qui sont recueillies par le régulateur financier sont amenées à circuler dans d'autres procédures, que ce soit des procédures pénales, bien sûr, on pourrait discuter de l'aiguillage par le parquet national financier, mais elles peuvent aussi circuler dans des procédures purement civiles. En particulier, la juridiction qui nous accueille ce soir est parfois saisie d'actions en réparation qui sont consécutives à la commission d'abus de marché. Et le tribunal de commerce de Paris, à cette occasion, peut très bien se fonder sur une décision de sanction de l'AMF qui serait rendue sur le fondement de faisceaux d'indices, et ce afin de caractériser la faute civile. Il existe même une disposition dans le Code monétaire et financier qui permet à cette juridiction de se retrouver en quelque sorte héritière d'un dossier d'enquête de l'AMF dont elle peut demander la transmission, dossier d'enquête qui peut être fondé parfois sur des pièces obtenues dans des conditions qui peuvent poser question au regard de la protection des droits fondamentaux. Pour cette raison, je crois que ces quelques réflexions, bien que centrées sur la seule procédure de sanction de l'AMF, peuvent aussi trouver une résonance dans d'autres procédures, et notamment dans la procédure qui se déroule devant le tribunal de commerce de Paris. Je vous remercie. Je commence par dire bravo, il avait dit qu'il parlerait 1 heure, ça fait 59 minutes, 58 secondes et 80 centièmes. Donc, c'est précis ça, là, il y a les agrégatifs en l'habitude. Vous êtes bientôt professeur, ça ne fait aucun doute. On va ouvrir le débat, je crois que l'intérêt c'est effectivement d'ouvrir le débat. Mais moi j'ai une première question qui m'est venue à l'esprit. Quand je vous ai écouté, quand entendu qu'on est bien là face au caractère répressif de l'OMF, vous avez dit d'ailleurs, c'était intéressant, que les juridictions pénales intégraient maintenant le faisceau d'indices. Tout ce sujet du droit de la preuve, toutes ces exceptions au principe de ne pas s'auto-incriminer, entre l'article préliminaire du CPP, entre divers articles du Code pénal, par exemple celui, on parlait des données de connexion, mais celui qui permet de constituer une infraction si on refuse de donner les codes des téléphones portables, c'est les numéros du code. Mais j'ai tendance à dire que tous ces sujets ont déjà été très largement débattus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Et ma question, c'est pourquoi diable on essaye de réinventer la roue et pourquoi on ne décide pas souverainement, peut-être que c'est impossible puisque c'est bien une autorité administrative indépendante, de dire, ben, dans le fond, ce sujet sera traité comme le sont les différentes procédures pénales dans notre pays. C'est peut-être une question de béotien, mais en tout cas, elle m'interpelle. Merci pour votre question, mais je crois qu'on y vient petit à petit, mais il ne faut pas oublier que les procédures d'enquête de l'AMF, en partie, sont soumises aux dispositions du Code de procédure pénale. Lorsque l'AMF se livre à ce qu'on appelle des visites domiciliaires, donc concrètement, ça ressemble aux perquisitions et saisies de la police judiciaire, d'ailleurs, judiciaire. Lorsque l'AMF se livre à des visites domiciliaires, elle doit obtenir une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention au regard, bien sûr, de l'atteinte au droit au respect du domicile et de la vie privée que cela constitue. Et ce dispositif d'enquête, lui, est très précisément régi par le Code monétaire et financier qui renvoie aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans ce cadre-là, on est déjà dans la situation que vous évoquez. Mais simplement, l'AMF, bien évidemment, pour favoriser l'efficacité de ces enquêtes, tend à passer plutôt par ses pouvoirs d'investigation non coercitifs, c'est-à-dire que le pouvoir d'enquête ordinaire de l'AMF ne résulte pas du tout d'un pouvoir de perquisition et saisie. Simplement, elle a accès, sans pouvoir de contrainte théoriquement,
à des documents ou à toute information et elle peut procéder à des auditions sans pouvoir de contrainte. Et c'est bien pour cette raison, pour renforcer l'efficacité de son pouvoir d'enquête sans en passer par l'autorisation d'un juge, qu'on a consacré le manquement administratif d'entrave qui permet de dire vous n'êtes forcé à rien, mais enfin, si vous ne coopérez pas, sachez quand même que vous êtes passible de poursuite devant la commission des sanctions, sachant que pour tout manquement financier, du plus bénin au plus important, le plafond théorique, c'est 100 millions d'euros d'amende. Voir comment la commission des sanctions jugera un refus de coopérer. Donc, d'ores et déjà, il y a en réalité une soumission aux règles du code de procédure pénale, mais je crois que l'AMF fait tout pour l'éviter. Ce qu'elle cherche, en revanche, à faire, et on peut comprendre, c'est son rôle, c'est d'obtenir du législateur le renforcement croissant de ses pouvoirs d'enquête. Et donc, justement, il est bien possible que dans les années à venir, on demande vous savez, ce pouvoir que vous avez obtenu qui consiste à pouvoir déverrouiller notamment des téléphones portables et à pouvoir accéder petit à petit au même pouvoir que les enquêteurs de police judiciaire. Donc on y vient petit à petit. Oui, pardon, pour les questions, il faudra le micro ici, s'il vous plaît. Question d'enregistrement. L'autre. Voilà. Je remplace le président Péco ce soir. Une question qui est dans la ligne de vos propos conclusifs et que j'avais retrouvé dans votre texte, que j'ai lu cet été avec beaucoup d'intérêt, préalablement au prix que vous avez eu le plaisir de vous octroyer. Vous avez indiqué que le respect par le régulateur, que ce soit l'AMF ou les autres, de la loyauté de la preuve participait de l'efficacité de la répression, mais aussi de son acceptation par les justiciables. Est-ce que vous estimez qu'à date, l'AMF a atteint en ce domaine des standards acceptables, ou est-ce qu'il y a encore, de votre point de vue, des zones de progrès, et quelles pourraient être ces zones de progrès? Je dirais un petit peu les deux. C'est-à-dire que effectivement, entre le moment où j'ai débuté ma thèse et le moment où ce travail s'est achevé, il y a eu énormément d'évolutions dans les procédures d'enquête de l'AMF et progressivement, effectivement, l'AMF est arrivée à des standards tout à fait acceptables. J'évoquais par exemple le mécanisme des présomptions de droit et de fait, les dérives que j'ai évoquées, notamment au sujet des faisceaux d'indices. Je crois qu'on ne les rencontre plus tout à fait aujourd'hui parce que la jurisprudence a forgé ce standard de preuve que j'évoquais. Euh, il y a bien d'autres mécanismes protecteurs qui ont été élaborés par l'AMF elle-même d'ailleurs, et pas forcément toujours sous l'impulsion des juridictions. Je pense par exemple aux enquêtes à dimension internationale, lorsque l'AMF se trouve héritière d'éléments de preuve qui ont été obtenus à l'étranger, parfois en application d'un droit qui est assez éloigné de nos standards français et européens en termes de protection des droits fondamentaux. Par exemple, lors d'auditions contraintes, vous devez dire la vérité, avec la vérité sous peine de sanction pénale, eh bien, la commission des sanctions écarte sur le fondement de l'ordre public international ces preuves. Donc, on voit bien qu'elle a elle-même volontairement optimisé ces procédures pour effectivement en arriver à des décisions de sanctions plus acceptables, parce que dans une perspective sociologique qui était celle de Lévi-Bruhl, finalement, les règles de preuve s'adresse moins finalement aux tribunaux qu'aux destinataires des décisions pour conférer une acceptabilité des décisions. Mais je crois que beaucoup reste à faire. J'ai évoqué le renversement des présomptions et la mise en conformité avec la jurisprudence Pector. À certains égards, l'AMF continue de considérer que certaines, enfin, je ne dis pas comme ça évidemment, mais elle continue de rendre irréfragable un certain nombre de présomptions qui, au regard du droit à la présomption d'innocence, devraient nécessairement pouvoir être renversé. Donc il y a toujours en réalité un certain nombre d'améliorations qui pourraient être apportées, y compris d'ailleurs dans les procédures d'enquête. Finalement, le standard de l'absence d'atteinte irrémédiable au droit de la défense est un standard extrêmement faible. Ça veut dire en creux que les atteintes au droit de la défense sont permises dans les enquêtes du moment qu'elles ne sont pas indélictuelles. Merci. Avez-vous d'autres questions? Oui.
professeur Rondero, si vous voulez bien prendre le micro. Volontiers. Alors, c'est plus une interrogation que je me fais à moi-même, et que du coup, j'ai envie de partager avec vous, qui est, j'avoue, je suis un peu perturbé par le fait de voir se promener ensemble des présomptions qui portent sur, on va les appeler des éléments constitutifs de l'infraction, et puis des présomptions comme la présomption d'action de concert qui portent plutôt sur des éléments de fait qui déclenchent des obligations qui, si elles ne sont pas respectées, entraînent l'infraction derrière. Euh, je trouve que c'est un peu troublant de voir ces présomptions finalement. Alors c'est sûr qu'on pense une présomption, finalement, c'est une forme de présomption de culpabilité parler simplement, confronté à la présomption d'innocence. Dans votre propos, on est assez frappé parce qu'on dit, voilà, mais la présomption d'innocence, il n'en restera pas grand-chose si on peut commencer à présumer que finalement l'élément intentionnel est forcément là et vous ne pouvez rien établir contre. Et c'est vrai que la présomption légale d'action de concert, je ne l'ai jamais regardée comme ça. Je me suis dit, je sais que si il y a une action de concert et si on franchit un seuil qu'on n'a pas déclaré, ça entraîne plein de choses terribles. Mais on est en train de débattre techniquement sur y a-t-il action de concert ou pas. Ça ne me troublait pas directement. Mais si maintenant on est en train de dire qu'un élément intentionnel est présumé, par exemple, je me sens tout d'un coup beaucoup plus inquiet face à cette présomption. Voilà. Mais sinon, je suis tout à fait fasciné par le rapprochement qui est fait, mais c'est un peu une autre question avec le faisceau d'indices. Je ne peux pas monopoliser le micro et donc je bloque. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Je comprends l'interrogation parce que l'action de concert, euh, on ne la traite pas souvent au titre d'une infraction à la réglementation financière. Pourquoi? Parce qu'une action de concert, contrairement à une entente anticoncurrentielle par exemple, une action de concert en principe c'est tout à fait licite, c'est le droit d'agir de concert dans une société cotée. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que l'action de concert participe malgré tout d'un dispositif répressif, dans la mesure où l'action de concert, lorsqu'elle est dissimulée, eh bien c'est un manquement, c'est un manquement financier, exactement au même titre que le manquement d'initié ou tout autre manquement financier est sanctionné à hauteur d'une amende qui peut aller jusqu'à 100 millions d'euros, exactement comme les autres manquements financiers. Donc les présomptions légales qui sont évoquées par le Code de commerce ne sont pas présentées traditionnellement comme des présomptions de culpabilité, mais je pense qu'on peut effectivement les voir ainsi. Et ces présomptions, effectivement, constituent une atteinte à la présomption d'innocence en soi, mais une atteinte qui est proportionnée dans la mesure où on peut toujours renverser ces présomptions. J'ajoute que ces présomptions, effectivement, vous parliez du fait de présumer l'élément intentionnel, mais c'est même pire que ça, parce que ces présomptions, on peut tout à fait les cumuler. Et en 2022, la commission des sanctions de l'AMF a rendu une décision de sanction où elle cumule 3 présomptions d'action de concert qui sont prévues dans la liste du Code de commerce. Donc on voit à quel point ça peut finalement accélérer la démonstration de culpabilité. Mais l'action de concert, pour moi, participe d'un dispositif répressif, même si on ne présente pas tout comme ça. Moi, pardon, j'ai en réalité presque une question pour la salle. Et on verra si certains des juges, je pense à toi ou Michel et Monod, a une réponse. Vous avez terminé sur le fait que pouvaient venir dans ce tribunal des actions en responsabilité qui viendraient après l'établissement d'un faisceau de preuves tel que vous l'avez analysé. Et avec la possibilité que nous aurions de lui faire communiquer le dossier et de nous faire nous-mêmes juge, à nouveau, deuxième juge des preuves. Mais dans le fond, est-ce que nous le pourrions? Et c'est une question que j'ai une affaire en tête, mais dans le fond, j'ai assez tendance à penser, je me trompe peut-être, que de deux choses l'une, soit la décision de la commission des sanctions est frappée d'appel, soit elle ne l'est pas. Si elle n'est pas frappée d'appel, c'est d'une certaine manière que la personne ou les personnes sanctionnées ont reconnu implicitement les griefs
qui venaient à leur encontre. Et si elle est frappée d'appel, il est très vraisemblable que leurs avocats devant nous demanderont un sursis à statuer et que de ce fait, on attendra l'arrêt d'appel qui, pour le coup, aurait quand même assez largement vocation à nous lier. Donc, voilà, je réponds très, très simplement, mais est-ce que vraiment on risque de se retrouver dans la situation où on devra analyser avec nos règles dites de procédure civile des preuves qui auraient été établies dans le cadre, dans un autre cadre par une juridiction répressive, ou est-ce que c'est un cas parfaitement théorique? En réalité, je pose presque la question à la salle. Vous avez peut-être, ou peut-être que Antoine a sa réponse. En particulier, à partir du moment où un procès en responsabilité civile serait engagé contre une personne qui aurait été sanctionnée par la commission des sanctions, et à partir du moment où les documents qui ont été collectés, quelle que soit la façon dont ils ont été par la commission des sanctions, par l'enquête préalable à la décision de la commission des sanctions, sont accessibles au juge commercial, à l'évidence, on pourra utiliser, partie en demande, pourra utiliser ou faire utiliser par le juge ces éléments pour obtenir une condamnation plus sévère, c'est-à-dire plus élevée, en réparation d'un préjudice qui sera apprécié avec plus de sévérité, indépendamment même de ce qu'il est lui-même, parce qu'on sait bien que la faute est toujours un peu comburante du montant du préjudice calculé ou retenu par le juge, même si c'est subjectif. Je crois qu'il n'y a pas de limite en fait à ça, puisqu'il n'y a pas de documents qui seraient confidentiels, qui seraient réputés confidentiels, parce qu'ils ont été collectés pendant la phase d'enquête, la phase préalable d'enquête, qui conduit à la sanction. Mais M. Hida aura une réponse certainement plus précise que celle que je viens de donner. Je dirais simplement que le juge civil reste quand même entièrement libre de son appréciation, et je crois que ce n'est pas que théorique. Ce tribunal, le 7 juillet 2021, si ma mémoire est bonne, rend 5 jugements dans l'affaire Vivendi. C'est une affaire dans laquelle la commission des sanctions de l'AMF, il y a 15 ans, avait sanctionné un certain nombre de personnes pour diffusion de fausses informations boursières, parce que c'est dans ce contexte que les actions civiles consécutives à des abus de marché sont engagées. Et pourtant, le tribunal de commerce de Paris considère qu'il y a peut-être un manquement administratif, mais en attendant, il n'y a pas de faute civile. C'est bien la preuve que le juge peut tout à fait ne pas être convaincu par la position de la commission des sanctions. Alors ici, c'est un peu particulier parce que l'affaire était assez ancienne, mais il ne faut pas oublier que la commission des sanctions, c'est pas une juridiction, c'est juste l'organe de jugement d'une autorité publique indépendante, que par définition, ces décisions ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, et donc le juge reste bien sûr libre de son appréciation, mais il est vrai, tout à fait vrai, que l'expertise de la commission des sanctions conduit bien souvent à considérer que, effectivement, si elle a caractérisé le manquement, c'est qu'il existait et que donc il peut suffire à prouver l'existence d'une faute civile, mais de façon plus générale, on constate en matière civile comme en matière répressive que les juridictions saisies dans le cadre des actions civiles ou les juridictions de recours dans le domaine répressif s'écartent rarement des analyses qui ont été menées par la commission des sanctions de l'AMF, parce que l'AMF dispose d'un tel magistère technique que forcément il est difficile de s'écarter de ces analyses. Mais théoriquement, pas que théoriquement, on l'a vu il y a 2 ans, le juge civil n'est pas lié par ce qu'a dit l'AMF. Il peut en revanche obtenir les éléments de preuve issus du dossier d'enquête pour se forger sa propre opinion, puisque le Code monétaire et financier le prévoit depuis la loi de consommation de 2014. Appuie. Il n'est pas en marche. Bon, je me demande si on ne peut pas faire le parallèle avec les entorses au droit de la concurrence. Quand il y a une décision devenue irrévocable de l'autorité de la concurrence, nous sommes saisis de demandes de réparation du préjudice. Alors là, il y a un cas un peu particulier, puisque je considère que le préjudice, de toute façon, est établi.
Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle avec ça, considérer que dans la mesure où il y a eu une décision devenue irrévocable de l'AMF, c'est un fait pour nous, et que ce qui nous importe à nous, c'est d'analyser si ce fait a causé un préjudice et quel est le quantum du préjudice subi de façon à l'indemniser. C'est ce qui nous semble. En matière de droit de la concurrence, c'est le Code de commerce, depuis la transposition de la directive damages, qui vous dit que les décisions de l'autorité de la concurrence qui ont prononcé une sanction permettent de considérer qu'il y a une présomption irréfragable de faute. Donc, tant que la loi ne le dit pas s'agissant des décisions de sanction de l'AMF, je ne vois pas pourquoi le juge se sentirait nécessairement lié. Alors, il peut se sentir lié dans les faits, et c'est généralement le cas, considère que la décision de sanction vaut caractérisation de la faute, mais il ne pourrait pas l'affirmer de façon générale, tout simplement parce que la loi ne le dit pas. Quant à la caractérisation du préjudice, bien comprendre que les décisions de sanction de l'AMF permettent uniquement de caractériser une faute. Ne permettront pas du tout au juge civil, les analyses menées par la commission de sanction ne permettront pas du tout de fonder la preuve d'un lien de causalité entre la faute et l'éventuel préjudice qui resterait entièrement à caractériser sur le fondement d'expertises qui sont pour le moins complexes et qui, c'est justement la difficulté d'évaluation du préjudice qui crée toute la difficulté des actions qui empêche les actions civiles d'aboutir dans ce domaine financier. Il y a une technicité de la preuve qui est tout à fait importante dans ce domaine-là. Ce n'est pas tellement la preuve de la faute qui est délicate, c'est la preuve du préjudice, pour lequel la commission de sanction de l'AMF, les décisions qu'elle rend ne sont absolument aucune. Et on en a des exemples devant le tribunal de commerce de Paris. Moi, je voulais juste évoquer la position de vos commissaires aux comptes. L'AMF fait partie des juridictions répressives devant lesquelles sont cités les commissaires aux comptes. Et souvent, je ne sais pas si vous considérez que c'est une présomption de droit de fait, mais motif péremptoire des décisions répressives qui consistent à dire aurait dû savoir, a-t-elle aurait dû voir, aurait dû savoir. Là, c'est vraiment, le problème se pose de la preuve contraire. Et on peut pas dire que c'est une présomption de droit, une présomption de fait, parce que ça s'appuie sur l'analyse de normes, donc on pourrait considérer que c'est une présomption de droit, mais en même temps sur un dossier, et donc une présomption de fait. Et dans ces situations, je veux dire que les commissaires aux comptes ont beaucoup de mal à apporter les preuves contraires devant des décisions de cette nature. Voilà. Il suffit de faire cette observation sur les motifs des décisions qui sont... Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'en matière de diffusion d'informations boursières fausses ou trompeuses, qui est l'un des 3 abus de marché qui fait partie de la catégorie des infractions financières, effectivement, là, il n'y a généralement pas de grande difficulté de preuve, puisque lorsqu'un dirigeant social, par exemple, est poursuivi de ce chef, on considérera toujours que peut-être qu'il ne savait pas que l'information était fausse, mais au regard de sa position dans la société cotée, il aurait dû savoir que l'information était fausse. Moi, j'identifierais ça plutôt comme une présomption de droit. Alors, même si ça s'appuie sur un dossier, c'est les textes qui permettent de considérer qu'il aurait dû savoir. Je crois que ça fait partie de ces présomptions qui sont censées être réfragables en droit, mais qui sont quasi irréfragable dans les faits. Et c'est pour cette raison que la preuve du manquement de diffusion de fausses informations boursières, des 3 abus de marché, est celui qui pose le moins de difficultés parce qu'on a cet appui textuel qui rend la preuve extrêmement facile. Merci beaucoup, Monsieur Hidard. Je crois que cette conférence nous a tous passionnés. D'ailleurs, dans 1 heure, les mouches ont volé, on les a entendus. Merci beaucoup. Avant de vous inviter à partager un verre pour clôturer cette soirée, je voulais vous rappeler 3 événements que nous devons à l'association. Le premier qui tiendra le 11 mars 2023, ici même au tribunal. C'est une conférence organisée avec l'Association nationale des juristes de banque sur le devoir de vigilance en matière de durabilité. Vous voyez qu'on n'a pas peur de choses parfois un peu ardues a priori, mais le sujet est passionnant parce que là aussi, il se décline pas uniquement en matière bancaire, mais d'une manière générale pour l'ensemble des sociétés ayant une certaine taille.
Le 22 et 23 mars, vous avez évidemment tous rendez-vous à Deauville pour notre colloque qui se tiendra sous la direction scientifique du professeur Bruno Donlero, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, et dont le thème est Nouvelles technologies, deux points, des horizons élargis pour le juriste, point d'interrogation, et ce point d'interrogation appelant un certain nombre de réponses que, bien entendu, nos intervenants essaieront d'apporter. Et enfin, le 27 mai 2023, au tribunal de commerce de Paris également, une manifestation de réflexion sur pourquoi la médiation, au sens large, plutôt que le juge, avec une visite de la conciliation du livre 6, une visite de la CGIP et une visite de la médiation conventionnelle ou judiciaire, le tout en 3 ateliers, et bien entendu, vous recevrez les invitations pour cette manifestation. En vous remerciant de votre présence à cette conférence, je vous convie tout de suite à nous rejoindre dans l'atrium pour partager le verre d'amitié. Merci.